Shioma ajusta les sangles de son sac à main délavée en franchissant le portail orné de l'autre manoir. Ses yeux s'écarquillèrent en admirant la grandeur du domaine, un vaste domaine en phase 1 de l'Eki, bordé de murs de verre, de haies impeccables et gardé par des lions de pierre qui observaient silencieusement de chaque côté de l'entrée principale. C'était un monde bien loin des propriétés poussiéreuses d'Enugu où elle avait grandi. Vêtue d'un uniforme fraîchement repassé mais modeste, Shioma suivait la gouvernante plus âgée, Madame Abueb, qui l'avait examinée en silence, un sourcil levé, mais sans un mot. À l'intérieur, les sols en marbre brillaient comme de la glace, les lustres pendaient comme une pluie d'or, et des œuvres d'art de luxe parsemaient les murs couleur crème. Shioma avait déjà servi dans des maisons, mais celle-ci respirait le pouvoir et le privilège. Elle le sentait dans le silence. La cuisine sentait les épices importées, et le personnel s'activait avec une précision irréprochable, efficace, silencieux, invisible. C'était ce qu'elle avait l'intention d'être. Sa mission ici était de travailler, de gagner de l'argent envoyé à la maison et d'éviter les ennuis. Mais dès son premier jour, quelque chose s'est déréglé. Elle a rencontré le chef Emeka Dur pour la première fois lors d'une matinée tranquille, alors qu'elle cirait les escaliers. Le magnate milliardaire de la technologie n'avait rien à voir avec les hommes pompeux qu'elle avait vus à la télévision. Il la salua d'un hochement de tête, d'un sourire las et d'un regard qui semblait plus âgé que son âge. Emeka était poli mais distant, toujours absorbé par les appels téléphoniques ou en tête-à-tête avec ses conseillers. Son jeune frère Ekina, en revanche, était tout le contraire, tapa accent grave l'œil, bruyant et charmant, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il passait souvent trop près d'elle, trop lentement, son regard s'attardant là où il ne fallait pas. Et puis il y avait Edora, la femme d'Emeka, dont la beauté et le style faisaient l'admiration des tabloïds, mais dont la présence donnait l'impression de marcher dans les ronces, belle et pourtant dangereuse. Elle ne parlait jamais directement à Shioma, mais la surveillait avec la plus grande attention. Shioma ne tarda pas à ressentir que la chaleur du manoir était superficielle, une mise en scène faite pour des étrangers. Entre les murs, la tension régnait, une guerre froide. Et Shioma, malgré son vœu de rester invisible, était déjà prise dans son courant. Il était à peine 18 heures passées quand Shioma entra dans la cuisine pour aider à la préparation du dîner. Le cuisinier était brièvement sorti, la laissant seule couper les légumes au comptoir. Le léger bourdonnement de la climatisation et le cliquetis lointain des couverts étaient les seuls bruits dans la pièce. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Elle se retourna juste à temps pour voir Ekina entrer. Aïe, ini la salua pas. Il alla droit à la marmite de soupe qui mijotait sur le feu, décapsula une petite bouteille en argent de sa poche et en versa rapidement le contenu dans la nourriture. Ses mains se figèrent, le couteau à moitié enfoncé dans une tomate. Il lui fallut plusieurs secondes pour enregistrer ce qu'elle venait d'observer. Ekina jeta un coup d'œil autour d'elle, essuya la bouteille avec un chiffon et sortit aussi vite qu'il était venu. Le cœur de Shioma battait fort. Le silence dans la cuisine était comme un cri. Elle se précipita vers la marmite et la renifla. Rien ne semblait étrange. Aucun changement visible. Aucune odeur étrange. Mais elle savait ce qu'elle avait vu. Ses jambes tremblaient, la panique envahissant ses poumons. Venait-il d'empoisonner la nourriture? Elle resta figée un instant, paralysée par la peur et l'incertitude. Que devait-elle faire? Accuser le frère du milliardaire de tentative de meurtre? Qui la croirait? Une domestique qui travaillait depuis seulement un jour. Son esprit s'emballa tandis qu'elle essuyait ses mains moites contre son tablier. Elle avait envie de crier, de courir, d'alerter quelqu'un. Mais la raison l'en empêcha. Si elle faisait une erreur, elle risquait d'être renvoyée, mise sur liste noire, ou pire. La richesse de cette maison pouvait anéantir sa vie sans qu'elle y réfléchisse à deux fois. Et pourtant, si elle gardait le silence, la chef Emeka pourrait être en danger. Ce soir-là, alors que le dîner était servi dans la grande salle à manger, Shioma s'attarda près de l'entrée, les yeux rivés sur le bol de soupe posé devant le milliardaire. Il sourit d'un air las en portant la cuillère à sa bouche, complètement inconscient. Son estomac se retourna. Elle avait l'impression de voir un homme tomber dans un piège qu'elle seule avait vu se tendre. Le tintement des couverts contre la porcelaine résonnait doucement dans la salle à manger tandis qu'Emeka recevait 3 investisseurs de Dubaï. Sa voix était calme, mesurée, d'une netteté impressionnante malgré sa fatigue. La table était élégamment dressée. Porcelaine fine,
verre en cristal et un bol fumant de la soupe aiguësie que Shioma avait vu empoisonner. Akina était assis en face de la table, souriant nonchalamment tandis qu'il versait du vin dans leur verre. Adora, toujours l'hôtesse parfaite, rayonnait en servant l'igname pilé avec une chaleur qui semblait un peu trop répétitive. Depuis la porte, Shioma observait, les mains tremblantes contre le mur. Son regard allait et venait entre le bol et les lèvres d'Emika lorsqu'il prit sa première bouchée. Dès que sa cuillère toucha sa bouche, son estomac se serra. Au début, rien ne se passa. Il continua à manger, riant de temps en temps et saluant ses invités d'un signe de tête. Mais ensuite, ça a commencé, subtilement au début. Sa main a hésité. Ses paupières se sont affaissées. Il cligna des yeux plus que d'habitude. Puis vinrent les sueurs, la toux et l'élocution pâteuse. Les investisseurs s'agitèrent, mal à l'aise, tandis qu'Emika prenait son verre d'eau, manquant de le renverser. Adora se précipita à ses côtés avec un cri d'alarme et plaça une serviette sur son front. « C'est juste du stress », annonça Akina en posant une main réconfortante sur l'épaule de son frère, bien que ses yeux scintillassent d'un froid calcul. Shioma se mordit la lèvre jusqu'au sang. Elle aurait voulu se précipiter pour crier la vérité, mais la peur l'avait enchaînée au mur. La cuisinière revint quelques instants plus tard, inconsciente de tout. Madame Habub intervint à son tour, faisant signe à Shioma de la suivre. « Monte, maintenant » murmura-t-elle fermement. Mais Shioma ne pouvait pas bouger. Son regard restait fixé sur Emika, qu'Adora et Akina aidaient à se relever et escorter dehors. Elle comprit alors que ce n'était ni un accident ni une coïncidence. Quelque chose de sinistre se tramait derrière ces murs de marbre, et si elle restait silencieuse plus longtemps, il serait peut-être bientôt trop tard. Shioma était assis sur le sol carrelé et froid des quartiers du personnel cette nuit-là, le dos appuyé contre le mur, les genoux repliés contre sa poitrine, comme si se replier sur elle-même la protégerait de la terrifiante vérité qu'elle portait en elle. Chaque recoin de l'autre manoir semblait résonner de secrets, mais celui-ci, celui-là, était mortel. Elle avait à peine mangé depuis qu'Akina avait manipulé la nourriture, et après avoir vu la chef Emika s'affaler à table, elle savait au fond d'elle que ce qu'elle voyait n'était ni une erreur ni une coïncidence. La peur la rongeait à chaque seconde qui passait. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle ne pouvait même pas respirer correctement. Ses pensées tournaient en boucle. Devait-elle en parler à quelqu'un? Qui croirait une jeune domestique dénudée, à peine à son deuxième jour de travail? Elle trouva enfin le courage d'aborder Madame Habub, la gouvernante de longue date, réputée pour son sérieux mais étrangement protectrice envers les jeunes employés. Lorsque Shioma murmura doucement ce qu'elle avait vu, les yeux de Madame Habub s'écarquillèrent, l'espace d'une seconde, avant que son visage ne se fige. « Écoutez-moi, dit-elle d'une voix glaciale. Tu n'as rien vu. Fais profil bas. Si tu veux survivre dans cette maison, tu apprendras à rester en dehors des affaires de la famille. Ils ont de l'argent. L'argent cache le mal comme le parfum cache la pourriture. » Cette nuit-là, Shioma se tournait et se retournait dans sa couchette, l'esprit lourd du silence. Les paroles de Madame Habub persistèrent comme une malédiction. Mais comment pouvait-elle faire comme si elle n'avait jamais vu un homme tenter d'empoisonner son propre frère? Comment pouvait-elle fermer les yeux en sachant qu'une autre tentative pourrait avoir lieu, et que la prochaine fois, Emika pourrait ne pas survivre? La loyauté du personnel n'était pas à la vérité, mais à l'instinct de survie, et elle ne pouvait pas les blâmer. Dans un monde où les hommes riches étaient des dieux, les filles pauvres comme elle étaient jetables. Mais quelque chose dans son esprit la rongeait. Elle pensa à ses jeunes frères et sœurs restés à la maison, à sa mère malade qui l'avait accompagnée d'un chapelet et d'une bénédiction, lui rappelant de faire le bien même en l'absence de tout regard. Shioma comprit qu'elle ne pouvait pas garder la vérité enfouie. Mais comment parler sans être enterrée elle-même? Elle décida d'attendre et d'observer, espérant qu'une occasion se présenterait, celle où sa voix serait entendue, celle où elle pourrait sauver l'homme dont la famille complotait pour le tuer. Elle ne voulait pas être une héroïne. Elle ne voulait juste pas être la servante qui restait les bras croisés pendant que le sang coulait à table. Le lendemain soir, Shioma époussetait la bibliothèque du couloir lorsqu'elle entendit des voix derrière la porte entr'ouverte du bureau. Elle voulut s'éloigner, mais le rire aigu d'Adora la stoppa net. C'était un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, ni le sourire froid et calculé qu'elle arborait lors de ses apparitions publiques, ni sa politesse distante avec le personnel. C'était intime, doux et étrangement séduisant. Le cœur de Shioma s'emballa.
Elle s'approcha sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil par l'étroite ouverture, le plumeau pendant mollement dans sa main. Ce qu'elle vit lui fit frissonner. Akina était appuyée contre le bureau, ses bras entourant la taille d'Adora. Ses bras étaient autour de son cou, et elle lui murmurait quelque chose à l'oreille qui le fit rire. Puis elle parla, distinctement, la voix pleine de venin. Dès qu'Emika aura signé ce nouveau testament, nous mettrons fin à cette mascarade. Akina sourit et dit, « Alors, il ne restera plus que nous et tout ce qu'il a construit. » Shioma s'agrippa au bord de l'étagère, stupéfaite. Ce n'était pas seulement une tentative de meurtre. C'était une trahison de la pire espèce. Sa propre femme et son frère. Ensemble, complotant non seulement pour tuer Emika, mais aussi pour voler son empire. Elle s'éloigna de la porte, le cœur battant à tout rompre. Ses genoux étaient faibles, son esprit embrumé. Le poids de ce qu'elle savait désormais lui était insupportable. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était plus un « peut-être ». Le danger était réel, immédiat, et rampait comme une ombre dans chaque pièce du manoir. Elle savait que s'il découvrait qu'elle les avait entendus, elle ne quitterait pas le manoir en vie. Mais que pouvait-elle faire? Les dénoncer à Emika? Il ne la croirait pas. Prévenir quelqu'un d'autre? Le personnel était soit fidèle à son salaire, soit trop effrayé pour agir. Et puis il y avait la cuisinière. Aurait-elle été soudoyée pour se taire elle aussi? Tout semblait s'écrouler. Cette nuit-là, Shioma ne dormit pas. Elle était assise au bord de son lit, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement. Toute sa vie avait été une lutte pour la survie. Mais il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait d'empêcher un meurtre. Ses yeux brûlaient de larmes retenues, mais sa décision était prise. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de protéger Emika, même si personne ne la croyait. L'argent ou la position sociale ne l'intéressaient pas. La vérité lui importait. Et elle refusait de laisser le mal gagner sans combattre. Le lendemain, Shioma se déplaçait telle une ombre dans le manoir, son regard scrutant constamment les visages autour d'elle. Emika était de retour dans son salon privé, se remettant de ce que les médecins qualifiaient d'épuisement aigu et de fluctuation de tension artérielle. Ekina et Etora jouaient des rôles parfaits. Préoccupés, attentifs, aimants. C'était essayant à voir. Shioma sentait son estomac se retourner chaque fois qu'elle les voyait le toucher. Elle savait que leurs soins n'étaient qu'un mensonge, une mise en scène soigneusement orchestrée pour gagner sa confiance et accélérer leur plan. À la tombée de la nuit, elle griffonna un mot sur du papier ordinaire, sans signature, et le glissa sous la porte du bureau privé d'Emika. « Tu n'es pas en sécurité. Quelqu'un chez vous essaie de vous empoisonner. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à qui vous faites confiance. » Elle attendit en silence pendant des heures, espérant qu'il le lirait et agirait, espérant que sa voix, aussi anonyme fût-elle, percerait son incrédulité. Mais le lendemain matin, Emika fit comme si de rien n'était. Il organisa un petit déjeuner avec le personnel, remercia tout le monde pour son soutien et rit même aux blagues d'Ekina. C'était comme voir quelqu'un marcher comme un somnambule vers le danger. Plus tard dans la journée, Emika réunit tous les cadres supérieurs pour un point de routine et remercia personnellement Etora et Ekina pour leur loyauté. Le cœur de Shioma se brisa. Soit il n'avait pas lu le mot, soit il avait choisi de ne pas y croire. Ce soir-là, alors que Shioma frottait seul le sol en marbre de la cuisine, Emika entra à l'improviste. Son cœur bondit dans sa gorge. Allait-il la confronter? Avait-il deviné qui avait écrit la lettre? Mais il se contenta de lui demander une bouteille d'eau et la remercia poliment avant de disparaître à nouveau. Elle le fixa du regard, frustrée et impuissante. Elle comprit alors que le déni était une force. Même les milliardaires n'étaient pas à l'abri des mensonges qu'ils voulaient croire, surtout quand ces mensonges se présentaient sous couvert de famille. Shioma se mordit la lèvre, jurant silencieusement que la prochaine fois que le danger approcherait, elle ne se cacherait pas derrière des lettres anonymes. Si Emika ne voulait pas se sauver, alors elle trouverait un moyen de le sauver, même si cela impliquait de se dévoiler. La demeure supérieure scintillait de lumière et résonnait des conversations de l'élite de Lagos, tandis que la famille organisait un cocktail privé pour célébrer une nouvelle acquisition technologique. Les rires résonnaient sur les murs de marbre et le champagne coulait à flots. Des serveurs en gilet noir se faufilaient dans la foule, servant des hors-d'œuvre sur des plateaux d'argent. Shioma resta de service, mais se tenait à l'écart de la foule, le regard perçant, l'oreille attentive. Elle avait appris à se fondre dans la masse,
silencieuse mais omniprésente. Ekena était au top de son charme habituel, serrant les mains et feignant l'humilité, tandis qu'Adora s'accrochait à Emika comme un ornement parfaitement sculpté. Chioma remarqua quelque chose d'étrange lorsqu'Ekena s'approcha de la table des boissons et fit un signe subtil à l'un des barman, un inconnu pour Chioma. Quelques instants plus tard, un verre doré rempli de whisky fut remis à Ekena, qui fit mine de l'offrir à Emika pour porter un toast. La foule applaudit lorsqu'Emika leva son verre, inconsciente du danger qui pesait sur ses lèvres. Le cœur de Chioma battait fort. Elle ne pensait pas avoir bougé. Alors qu'Emika soulevait son verre, elle se faufila à travers la foule et le heurta accidentellement si violemment que le verre se renversa sur son costume. Des exclamations de surprise fusèrent parmi les invités et Chioma tomba aussitôt à genoux, s'excusant abondamment, imitant parfaitement sa maladresse. Emika, irritée, s'en détourna. Les yeux d'Ekena, cependant, se plissèrent comme un serpent qui flaire sa proie. Les lèvres parfaitement maquillées d'Adora formaient un faux sourire, mais Chioma en percevait la froideur. Quelques instants plus tard, elle remarqua Adora murmurer sèchement à Ekena de l'autre côté du couloir. Ce soir-là, alors que les invités commençaient à partir et que Chioma retournait au quartier du personnel, ses mains tremblaient d'anxiété. Elle s'était rendue visible. Son audace avait offert à Emika un jour de plus, mais elle lui avait aussi valu une cible. Elle le sentait dans le regard d'Adora, le genre de regard qui promettait des représailles. Mais pour Chioma, le jeu en valait la chandelle. Pour la première fois, Emika l'avait regardé droit dans les yeux ce soir-là, et bien qu'il ne dît rien, elle sentit une lueur de curiosité, et peut-être, juste peut-être, de doute. Plus tard dans la semaine, Emika prit son petit déjeuner seul dans le jardin, loin de la formalité de la salle à manger du manoir. C'était sa routine lorsqu'il avait besoin de clarté. Chioma y vit sa seule chance. Le ciel était encore meurtri par les premières teintes du matin, mais elle s'engagea dans l'allée du jardin, ses pas prudents sur le chemin de galets. Elle attendit que les gardes détournent le regard, puis s'approcha discrètement de derrière un treillis. Emika leva les yeux, surprise, mais avant qu'il puisse appeler la sécurité, elle tomba à genoux et murmura « S'il vous plaît. Je sais que je ne devrais pas être là, mais j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose qui pourrait te sauver la vie. » Il fronça les sourcils, plus curieux que furieux. La voix de Chioma tremblait tandis qu'elle racontait ce qu'elle avait vu ces dernières semaines. Je ne peux m'empêcher de penser à ce costume, à l'intimité forgée entre lui et Adora, et à la seconde tentative de cocktail. Elle parlait vite mais distinctement, craignant que chaque seconde ne soit interrompue par une présence rôdeuse. Emika la fixait comme s'il regardait à travers le brouillard, mi-incrédulité, mi-horreur. Une fois terminée, elle s'attendait à être renvoyée sur le champ ou accusée de vouloir semer la discorde. Mais Emika resta simplement debout et marcha vers le mur du jardin, silencieuse. Des minutes passèrent avant qu'il ne finisse par dire « Pourquoi me dis-tu ça ?» Chioma cligna des yeux. « Parce que personne d'autre ne le fera, » murmura-t-elle. « Et parce que c'est la bonne chose à faire. » Emika se tourna vers elle, les rides d'inquiétude plus profondes qu'avant. « Si ce que tu dis est vrai, alors je vis avec mes ennemis. » Il lui a dit de ne rien dire à personne, pas même à Madame Ibub. Puis, dans un rare moment de confiance, il lui a dit de continuer à faire son devoir comme si de rien n'était. Qu'il croit que je suis aveugle. Si on veut les attraper, il faut voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Chioma hocha la tête. Un plan avait été élaboré, noué dans les murmures et la peur. À partir de cet instant, elle n'était plus seulement une servante du manoir. Elle était la seule alliée d'Emika dans une maison baignée de trahison. Emika, any pot attempts. Dès le lendemain, il avait installé des systèmes de surveillance privés dans son bureau, sa chambre et sa cuisine, des endroits dont il comprenait désormais l'importance pour sa survie. Il ne faisait pas confiance aux systèmes de sécurité existants sur le domaine, qu'Ekena avait contribué à mettre en place des années auparavant. Au lieu de cela, il a contacté un enquêteur discret auquel il avait déjà fait appel dans une affaire de fraude commerciale et l'a fait venir sous couvert de consultation en domotique. Chioma a guidé le spécialiste pour installer des caméras à des endroits que même le personnel habituel ne remarquerait pas. Elle a fait tout cela tout en passant la serpillière et en pliant des serviettes, agissant comme l'aide invisible qu'elle était censée être. Emika commença à tout documenter, établissant une chronologie conforme aux affirmations de Chioma. Ses gardes du corps ignoraient tout du complot. Emika devait s'assurer qu'il n'était pas compromis. Pendant ce temps,
Edora et Ikena continuaient leur mascarade de loyauté, ignorant que chaque mot, chaque contact, était désormais enregistré. L'expression d'Emika se fit plus froide en public, mais intérieurement, une tempête grondait. Il réalisait alors qu'il avait trop facilement ignoré les premiers signes. Son instinct s'était émoussé après des années de loyauté familiale. Shioma observait depuis la ligne de touche la transformation s'amorcer. L'homme qui paraissait autrefois distant et détaché agissait désormais avec un calme calculateur. Il posait davantage de questions pendant les repas. Il faisait semblant de faire la sieste, mais écoutait les murmures dans le couloir. Un soir, Shioma lui apporta du thé et le trouva en train de fixer une image vidéo en pause. Edora se glisse dans le bureau avec Ikena, un dossier en papier craft à la main. Ils essaient de transférer des documents de propriété, dit Emika, sans lever les yeux. Ikena counterfeit the signatures. Shioma est essoufflé. Que vas-tu faire? Demanda-t-elle. Les lèvres d'Emika se pincèrent. Je les laisserai croire qu'ils gagnent jusqu'à ce qu'ils se prennent au piège. Shioma sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Du respect, peut-être, ou le sentiment de ne plus être seul à mener cette guerre invisible. En retournant à la cuisine ce soir-là, ses pas lui semblaient plus lourds, mais résolus. Elle n'aurait jamais imaginé que son rôle dans cette maison irait au-delà du nettoyage des sols en porcelaine. Mais maintenant, elle ne se contentait plus de tout maintenir impeccable. Elle aidait un milliardaire à se battre pour sa vie, et, ce faisant, réécrivait la sienne. Emika était assise seule dans son bureau privé, la seule lumière provenant de la lumière bleue des écrans de sa console de surveillance cachée. Un verre de whisky intact était posé sur son bureau, mais il n'y pensait pas. Les images du matin étaient diffusées en boucle, granuleuses mais nettes. La caméra, habilement dissimulée dans une lampe de table, filmait Ikena se faufilant dans le bureau, ganté et un document sous le bras. Il se dirigea droit vers le tiroir sécurisé d'Emika, dont le code était inconnu à elle seule et à son équipe juridique. Avec une aisance innée, Ikena saisit les chiffres. Le verrou claqua. L'Astamac d'Emika S.I. Sarah. Comment avait-il obtenu le code? Il regarda son jeune frère sortir un dossier contenant des documents de propriété foncière et commencer à tracer soigneusement la signature d'Emika sur une page blanche à côté. La précision et la rapidité montraient clairement que ce n'était pas sa première fois. Shioma entra discrètement avec un plateau de thé, surprise de voir la mâchoire d'Emika si serrée. « Il ne voulait pas seulement que je parte », murmura Emika. « Il voulait tout. » En posant le plateau, Shioma vit ce qui jouait et se couvrit la bouche, sous le choc. « Monsieur, c'est plus qu'une trahison » murmura-t-elle. Emika hocha la tête solennellement. « Oui, c'est un vol calculé. » Il a mis la vidéo sur pause et l'a regardée. On les a laissés continuer encore un peu. Plus je leur donnerai de cordes, mieux ils se pendront. Ce soir-là, Emika organisa le dîner comme si de rien n'était. Il porta même un toast au soutien indéfectible d'Ikena avec un sourire crispé qui dissimulait une rage bouillonnante. Ikena, inconsciente du piège de la surveillance, joua son rôle, souriant, levant son verre, échangeant des plaisanteries avec Edora, de l'autre côté de la table. Emika garda son masque, observant la représentation comme quelqu'un qui savait déjà comment la pièce allait se terminer. Pour la première fois, Shioma réalisa le pouvoir du silence lorsqu'il était utilisé avec sagesse. Emika n'était pas faible, il était patient. Et maintenant, la patience était devenue son arme. Il était minuit passé lorsque Shioma fut réveillé par un coup frappé, non pas fort et pressant, mais un léger coup menaçant qui lui fit frissonner. Elle se leva de sa couchette dans les quartiers des domestiques, le cœur battant, et ouvrit lentement les portes. Edora se tenait là, drapée dans une robe de soie, l'expression glaciale. « Viens », ordonna-t-elle. Shioma la suivit dans les couloirs, son esprit hurlant à chaque pas. Ils entrèrent dans le salon. Edora se retourna brusquement. « Pour qui te prends-tu » demanda-t-elle d'une voix venimeuse. « Tu es devenue très audacieuse. Trop audacieuse pour une femme de ménage. » Shioma essaya de répondre, mais Edora n'attendit pas. « Reste à ta place. Ferme les yeux et la bouche, sinon je te jure que tu ne perdras pas ce travail, tu disparaîtras. » Ses yeux brillaient de menace. « Tu crois qu'Emika te protégera? Cet homme est aveugle, et il ne verra pas le couteau planté dans son dos avant qu'il ne soit déjà enfoui. » Elle a laissé Shioma seule dans l'obscurité. Le message était clair, elle était surveillée. Le lendemain matin, Shioma entra dans la cuisine, les doigts tremblants. Elle ne raconta rien à Madame Abub,
ni aux autres membres du personnel, mais son silence en dit long. Emika remarqua son malaise et la prit, à part pendant la préparation du déjeuner. « Elle est venue vers toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Chioma acquiesca. « Elle m'a menacé. » Le regard d'Emika s'assombrit. « Tu resteras à la maison à partir de maintenant. Je vais demander à un garde de te suivre discrètement. Tu as trop de valeur maintenant, Chioma. » Mais même en la rassurant, Chioma savait que le danger grandissait. Adora perdait patience. Aikino devenait imprudent. Leur plan s'accélérait. Et Chioma, autrefois une simple jeune fille à la tignasse et aux manières discrètes, était désormais au cœur d'une guerre entre tromperie et justice. La peur la hantait à chaque pas, mais la conviction aussi. Si elle devait être la cible pour protéger l'homme qui lui faisait confiance, qu'il en soit ainsi. Elle n'était plus seulement une servante. Elle était la frontière entre la vie et la trahison. La tension dans l'autre manoir était devenue intense, comme l'air humide avant un orage. Emika commença à simuler des nausées, se tenant la poitrine, trébuchant légèrement, gémissant pendant les réunions, autant de gestes suffisamment subtils pour paraître réels, suffisamment spectaculaires pour être remarqués. Il savait qu'Adora et Ekino saisiraient l'occasion. Et elles le firent. Un matin, alors qu'il était affalé sur le canapé du salon, Adora feignit l'inquiétude et suggéra « Chérie, il serait peut-être temps que tu mettes à jour ton testament. Au cas où, Dieu nous en préserve. » Emika la regarda, les cils baissés. « Tu as raison, dit-il d'une voix rauque. Appelez Maitri Ogiri. On s'en occupe. » Bien sûr, Ekino a proposé son aide. En moins de 48 heures, l'avocat était invité au manoir. Mais Emika, anticipant une trahison, organisa au préalable une rencontre privée avec Ogir. Ensemble, ils rédigèrent 2 versions, l'une désignant Adora et Ekino comme bénéficiaires principaux, et l'autre transférant la fortune d'Emika dans une fiducie caritative, avec une disposition distincte pour son fils unique, issu d'une relation antérieure. Le testament signé qui serait déposé était un leurre. La vraie histoire serait révélée plus tard. Le jour de la signature du testament fut un véritable spectacle. Adora portait une robe ivoire ajustée, et Ekino était tout sourire, debout à côté du fauteuil d'Emika, comme une famille fidèle. Emika se montra fragile mais cohérente, plaisantant sur la mort comme s'il s'agissait d'une plaisanterie anodine. L'avocat Ogir l'accompagna, faisant glisser le faux document sur la table, accompagné d'une explication toute faite. Emika le signa à la vue de tous, se tenant dans un coin de la pièce, faisant semblant d'astiquer un vase. Mais elle savait ce qui se passait réellement. Chacun dans cette pièce jouait un rôle, certains comme prédateurs, d'autres comme proie. Après le départ de l'avocat, Emika se tourna vers Ekino et dit d'une voix faible. « Tout est en place maintenant, mon frère. Tu prendras soin d'elle s'il m'arrive quelque chose, n'est-ce pas ?» Ekino lui serra la main avec un sourire digne d'un Oscar. « Bien sûr, Emika. Toujours. » Mais alors qu'il se détournait, le regard d'Emika croisa celui de Chioma. Un accord tacite s'établit entre eux. Le jeu n'était plus un secret. C'était la guerre, et l'acte final approchait. Adora se tenait au bord du balcon, enveloppée dans une robe de soie rouge qui brillait au clair de lune. Ekino la rejoignit, un verre de vin à la main, le sourire acéré comme un poignard. Il a signé un testament. Il est faible. Il nous manque plus qu'un dernier effort, murmura Adora, remuant à peine les lèvres. Ekino se pencha plus près. Une mort lente ne ferait que compliquer les choses. Les visites chez le médecin, les questions, il est temps d'en finir. Adora ne broncha pas. Ce soir, ils s'accordèrent sur un poison à action rapide. Quelque chose de clair, indétectable et sans goût. Adora avait déjà pris les dispositions nécessaires pour obtenir le composé, qu'elle avait reçu d'un pharmacien discret qu'elle avait autrefois séduit et fait chanter. Il serait glissé dans le vin d'Emika lors d'un dîner privé qu'elle avait suggéré pour lui remonter le moral. Tout était prêt, le personnel avait quitté les lieux tôt, la table était dressée sous les douces lumières dorées de la cour, avec une musique romantique en fond sonore. C'était l'adieu parfait à un homme qu'elles avaient déjà enfoui dans leur esprit. Dans l'ombre de la cuisine, Chioma écoutait, figée derrière la porte du garde-manger. Elle était allée chercher du linge lorsqu'elle entendit Ekino entrer. Son cœur menaçait d'exploser. Alors qu'il quittait le balcon et entrait dans la salle à manger pour finaliser leur plan, Chioma se précipita vers le bureau d'Emika, ses jambes la soutenant à peine. Awa entra in larmes.
Ils le font ce soir, Altatl. Ils veulent te tuer ce soir pendant le dîner. Le 20. Emika prit une grande inspiration, s'attendant déjà à quelque chose comme ça. Alors ce soir, je mourrai, dit-il, puis il leva la main avant qu'elle ne panique. Mais seulement deux. Je suis prêt. Son plan était déjà en marche. Son médecin traitant avait été contacté. Il possédait un sérum permettant d'induire un état d'inconscience profond simulant la mort. Shioma reçut des instructions précises. Quand je tomberai, dit-il calmement, ne réagis pas. Ne bouge pas. Tu iras dans tes quartiers comme si de rien n'était. Ils doivent y croire. Shioma hocha la tête, terrifié mais résolu. La guerre atteignait son paroxysme, et le champ de bataille serait éclairé par les bougies et le vin. La cour semblait tout droit sortie d'un magazine. Lanterne vacillante, musique douce, petite table ornée de roses rouges et de 2 verres de vin vieilli. Adora accompagna Emika jusqu'à la table, telle une amante endeuillée, déterminée à chérir son mari dans ses derniers jours. Elle versa elle-même le vin, faisant tournoyer le verre avec élégance avant de le lui tendre. Emika leva lentement son verre, lui sourit et murmura, pour une fin paisible. Akina l'observait de loin, feignant le détachement tandis qu'il sirotait sa boisson. Shioma, par la fenêtre de l'étage, s'enfonçait les ongles dans la paume de sa main tandis qu'Emika portait le verre empoisonné à ses lèvres. Le temps filait comme de la mélasse. Puis il but la moitié du verre. Un moment passa. Puis un autre. Emika sourit faiblement, puis haleta. Sa main agrippa la nappe et ses yeux se révulsèrent. Le verre lui glissa des doigts et se brisa sur le sol en pierre. Il s'effondra en avant. Adora poussa un cri aigu, répété. À l'aide. Emika. Elle se précipita vers lui, mais sans l'empressement d'une épouse désespérée. Plutôt le drame d'une actrice de théâtre jouant sa dernière scène. Akina la rejoignit, sortit son téléphone et appela les urgences avec une panique exagérée. Shioma resta figé dans l'obscurité de ses appartements, observant le spectacle se dérouler exactement comme prévu. L'ambulance privée, organisée par Emika lui-même sous couvert du protocole d'urgence de la résidence, arriva en quelques minutes. Son corps fut emporté, enveloppé, sans vie. Le médecin le déclara mort par insuffisance cardiaque. Shioma se mordit les lèvres jusqu'au sang pour ne pas pleurer. Adora s'effondra dans les bras d'Akina, gémissant comme si son monde s'écroulait. Et, d'un seul coup, le mensonge devint réalité. La nouvelle serait annoncée le lendemain matin. Le chef Emika Evert, le milliardaire adoré, était décédé d'une crise cardiaque. Mais dans un centre secret d'Aqua, loin des regards de ses ennemis, Emika respirait. Vivant, alerte et attentif. Le lendemain matin, Lagos était en effervescence. Le chef Emika Evert est mort à 38 ans. Les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages. Les chaînes d'affaires ont diffusé des documentaires. Les actionnaires ont paniqué. Et à l'intérieur du manoir Evert, Adora se promenait en dentelle noire, recevant de fausses condoléances avec un regard sec et une fausse humilité. Akina, désormais coiffée de la Rolex et de la chevalière d'Emika, prenait le contrôle des réunions virtuellement, prétendant simplement honorer l'héritage de son frère. Shioma, quant à elle, avait été emmenée en secret avant l'aube. L'équipe de sécurité d'Emika l'a transférée dans une résidence sécurisée à Abuja sous un autre nom, où on lui a ordonné de rester silencieuse jusqu'à nouvel ordre. Elle avait du mal à supporter le silence, sachant que les loups dansaient en son absence, pensant avoir enfin gagné. Mais elle se souvint de ces derniers mots avant que le plan ne se déploie. Qu'ils héritent de mon cercueil. Je reviendrai pour l'Empire. Pendant ce temps, dans une clinique privée quelconque, entourée de gardes armés, Emika était assise dans son lit et visionnait les images du dîner. Chaque fausse larme, chaque sourire narquois d'Akina, hors des caméras, était archivé. Son avocat avait déjà commencé à monter le dossier. Emika ne se contenterait pas de les exposer, il les ruinerait, publiquement et définitivement. Il avait décidé d'attendre la lecture du testament avant de faire son retour spectaculaire. D'ici là, il serait légalement mort, et il danserait sur ce qu'il croyait être sa tombe. Shioma recevait des nouvelles quotidiennes d'un des hommes de confiance d'Emika. Elle consignait mot pour mot tout ce qu'elle avait vécu, afin de ne jamais oublier comment les puissants pouvaient tomber et comment même une servante pouvait contribuer à faire régner la justice. Le décor était planté, et l'acte suivant serait le plus dévastateur à ce jour. Le cabinet d'avocats de Grand Over, sur l'île Victoria,
était emplie d'une tension si intense qu'elle pouvait transpercer l'acier. Seule la famille la plus proche et les avocats avaient été invités à la lecture du testament. Edora, vêtue de soie noire et portant des lunettes de soleil surdimensionnées, était assise à côté d'Akina, dont le sourire narquois le surprit à peine. L'avocat de longue date de la famille, Maître Ogir, s'éclaircit la gorge et commença. Ce document représente le testament final du chef Emika Over, déposé 2 semaines avant son décès. Il a ensuite lu une directive étonnamment brève. Tous les biens de la succession, les actifs et les actions majoritaires des sociétés d'Emika devaient être placés dans une fondation à but non lucratif créée à son nom, l'Ever Legacy Trust, dont la supervision complète était confiée à un conseil d'administration. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le visage d'Akina se crispa. Edora s'y pencha en avant, la bouche entr'ouverte. Quoi? Comment ça? La fondation reçoit tout. S'exclama-t-elle. Ogir ajusta ses lunettes et ajouta. De plus, un fonds fiduciaire substantiel sera détenu au nom d'un mineur, Shinidu Emika, le fils biologique du chef Emika. Le nom de la mère n'a pas été divulgué pour des raisons juridiques. Edora se leva brusquement. C'était une blague. Il avait promis de modifier le testament. Nous étions là quand il l'a signé. Akina essaya de garder son calme, mais sa prise sur l'accoudoir lui fit blanchir les jointures. Ogir tourna la page et révéla calmement. Le testament que vous avez vu n'était pas la version définitive. Après une consultation privée, le chef Emika choisit de soumettre une version différente au registre. Celle-ci, releva-t-il, est celle légalement reconnue. La panique commença à s'insinuer sur le visage d'Akina, mais il la masqua d'un sourire indigné. Nous allons contester, grommela-t-il, mais Ogir se contenta d'un sourire poli. Vous êtes les bienvenus, mais je vous suggère d'attendre encore quelques minutes. Quelqu'un voudra peut-être prendre la parole. Comme par magie, la porte au fond de la pièce s'ouvrit. Une grande silhouette vêtue de noir entra lentement, d'un pas posé. Des exclamations de surprise s'élevèrent de tous côtés. La main d'Edora se porta à sa bouche. Akina tituba en arrière. Shioma, assise tranquillement dans un coin, baissa les yeux de satisfaction lorsque la chef Emika Uver, bien vivante, entra dans la pièce. Dès qu'Emika entra dans la pièce, le temps sembla s'arrêter. Les caméras cliquèrent. Des voix s'élevèrent, stupéfaites. Edora s'agrippa au bord de la chaise comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer, son masque de chagrin se brisant en un instant. Le teint d'Akina se transforma en cendre et, pour une fois, il resta sans voix. Le regard d'Emika était glacial tandis qu'il se dirigeait vers l'avant de la salle et se tournait pour s'adresser à tout le monde. Comme vous l'avez tous entendu, je suis mort. Mais parfois, les morts reviennent, non pas comme des fantômes, mais comme des témoins. Il fit un signe de tête à Ogier, qui fit apparaître un écran de télévision. La vidéo commença à défiler. On y voyait Akina entrer dans le bureau, trafiquer des documents, chuchoter à Edora dans les couloirs, et même la fameuse conversation sur le balcon complotant la mort d'Emika. La salle, stupéfaite, observait Emika étaler des mois de surveillance, de tromperie et de trahison. Edora tenta d'intervenir, mais la voix d'Emika la trancha comme de l'acier. « Ne t'en fais pas, Edora. Tu as bien joué le rôle de la veuve endeuillée. » Mais le rideau est tombé. La sécurité est intervenue et a maîtrisé Edora et Akina. Tandis qu'elles étaient escortées dehors, Dora a crié. « Tu n'étais rien avant moi. Je t'ai créé. » Mais Emika n'a pas bronché. Akina, quant à elle, resta silencieuse, le regard perdu dans ses pensées. Avant d'atteindre le couloir, il bouscula violemment le garde et se précipita vers la sortie, disparaissant avant que quiconque puisse réagir. La police fut immédiatement alertée, mais Akina avait disparu. Emika resta calme, même si Shioma lisait la douleur gravée sur son visage. Non pas due à la trahison, mais au chagrin d'avoir perdu ceux qu'il considérait autrefois comme sa famille. Une fois la pièce vidée, il se tourna vers Shioma et murmura « Merci. Sans toi, je serais dans un cercueil en ce moment. » Cette nuit-là, la nouvelle a explosé. Un milliardaire est ressuscité pour révéler un complot d'assassinat ourdi par sa femme et son frère. Les réseaux sociaux étaient en feu, et l'opinion publique s'est rapidement retournée en faveur d'Emika. Mais derrière les gros titres, dans les coins les plus reculés du monde, justice avait été rendue. Non pas par la police ou les tribunaux, mais par la vérité,
la loyauté et une femme de chambre courageuse qui avait osé parler alors que le silence aurait été plus sûr. Le lendemain matin, Edora fut officiellement inculpée de tentative de meurtre, de complot et de faux. Le scandale, Sequoia Lego Society. Ses contrats de mannequin furent annulés, son nom rayé des listes d'invités d'honneur et ses privilèges de résidence révoqués. Les journalistes ont envahi le palais de justice tandis qu'elle était exhibée menottée, ses lunettes de soleil de créateur ne masquant guère la honte. Mais c'est l'évasion d'Akina qui a fait les gros titres. La police a lancé une chasse à l'homme dans tout l'État. Des barrages routiers furent installés aux aéroports, sur les quais privés et à toutes les sorties d'autoroutes principales. Pendant ce temps, Emika tenait une conférence de presse au siège de son entreprise. Assis à ses côtés, Shioma, calme et posé, toujours dans sa modeste tenue, il s'adressa à la nation. « J'ai été trahi par mes proches, mais j'ai été sauvé par quelqu'un que personne n'aurait imaginé. Dans ce monde, la force de caractère est plus précieuse que la richesse, et la vérité est plus forte que le sang. » Le public a applaudi, mais Shioma n'a pu retenir ses larmes lorsqu'Emika lui a serré brièvement la main sous la table. Ce simple geste valait plus d'1 millier de remerciements. Plus tard dans la soirée, les autorités ont reçu une information selon laquelle Akina avait été repéré en train de franchir la frontière avec le Bénin. Un mandat d'arrêt a été émis par Interpol. Son visage ornait désormais les affiches de recherche dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais Emika n'était pas obsédé par la vengeance. Il avait les yeux rivés sur la reconstruction, avec intégrité, confiance et avec de nouvelles personnes qui croyaient vraiment en lui. Il s'est rendu personnellement à la planque de Shioma à Abuja, accompagné de Madame Abub, qui a finalement avoué qu'elle soupçonnait depuis longtemps Edora et Akina, mais qu'elle avait trop peur de parler. « C'est Shioma qui m'a donné le courage d'affronter ma honte », a admis la femme plus âgée. Emika l'a écouté attentivement, puis lui a dit que la loyauté ne se mesure pas au bruit, mais au courage discret. Le monde connaissait désormais la vérité, mais plus important encore, lui aussi. La trahison lui avait coûté la paix, mais la vérité lui avait rendu son pouvoir. Et Shioma, la jeune fille autrefois ignorée, se dressait désormais comme la gardienne silencieuse d'un empire. Le manoir du haut était plus silencieux que jamais, Edora derrière les barreaux et Akina toujours en fuite. Le domaine autrefois majestueux, qui résonnait de tromperie, bourdonnait désormais de restauration. Emika se tenait près de la grande baille vitrée de son bureau, regardant le soleil se lever sur le quai. Quelques minutes plus tard, il fit appeler Shioma. Elle arriva timidement, toujours dans sa simple tenue de femme de chambre qu'elle portait depuis des mois, les yeux baissés, sans savoir pourquoi on l'avait appelée. « Assieds-toi », dit doucement Emika en désignant la chaise en face de son bureau. Elle obéit, les mains nerveusement jointes sur ses genoux. « Je te dois plus que des mots. » Commença-t-il. « Tu n'as pas seulement nettoyé mes sols, tu as nettoyé le poison de ma vie. Tu as tout risqué pour moi, pour quelqu'un que tu connaissais à peine. » Shioma cligna rapidement des yeux, la gorge serrée par l'émotion. « J'ai fait ce que je savais être juste, monsieur. N'importe qui d'autre aurait fait pareil. » Emika rit Dowsmith. Non, il ne le ferait pas. Ni dans cette maison, ni dans ce monde. Il se leva et se dirigea vers un petit tiroir, en sortit un jeu de documents et une clé de maison. « C'est à toi, » dit-il en les posant délicatement devant elle. Shioma fixa les documents, perplexe. « Monsieur, » il sourit chaleureusement. « Je vous ai acheté un appartement à Lucky Phase 2, entièrement meublé. Votre nom figure sur l'acte de propriété. Et ceci, ajouta-t-il en lui tendant une autre enveloppe, constitue l'intégralité de votre bourse. Vous avez dit avoir arrêté vos études pour subvenir aux besoins de votre famille. C'est terminé maintenant. Vous terminerez vos études. Et quand vous serez prêt, un poste de direction vous attend à la fondation Upper Legacy. » Les yeux de Shioma se remplirent de larmes. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. « Tu as changé ma vie, » poursuivit Emika, « alors accorde-moi l'honneur de changer la tienne. » À cet instant, l'équilibre des pouvoirs entre le milliardaire et sa femme de chambre s'est rompu. Seul subsistait un lien forgé par la vérité, le courage et la loyauté. Shioma se leva, s'inclina légèrement par instinct, puis contourna un bureau et le serra dans ses bras. Une étreinte pleine, tremblante et reconnaissante. Emika la lui rendit, non pas comme un milliardaire récompensant un serviteur, mais comme un homme honorant celui qui avait sauvé son âme. Shioma entra dans sa nouvelle demeure de Lucky Phase 2 avec une admiration hésitante.
L'appartement était petit, mais luxueux selon ses critères. Murs blancs, œuvres d'art encadrées d'or, appareils électroménagers modernes et une vue imprenable sur le lagon. Elle toucha le mur comme pour prouver qu'il était réel. Pendant des années, elle avait frotté les sols avec des paumes couvertes d'ampoules, enduré les insultes des matrones et des cuisinières, et s'était endormie en pleurant sur un matelas mince dans un logement surpeuplé. Mais maintenant, pour la première fois, la maison dans laquelle elle entrait lui appartenait, non par mariage, ni par chance, mais par un sacrifice discret et un courage sans faille. Sa sœur cadette, venue d'Enugu en visite, fondit en larmes à la vue de la chambre. « Chioma, c'est ici ta maison? Tout cet endroit ?» Chioma hocha lentement la tête, encore bouleversée. Elle avait échappé à la pauvreté avec rien d'autre que ses valeurs, et finalement, c'est sa bonté qui l'a élevée, non pas la proximité de la richesse, mais la force de rester fidèle à la vérité quand c'était dangereux. De retour au manoir, Emiko arpenta seul les couloirs, désormais repeints et remeublés pour refléter une existence plus paisible. Le spectre de la trahison planait encore dans certains recoins, mais la lumière commençait à percer. Son fils secret devait arriver dans quelques semaines, accompagné de sa mère, une femme qu'il avait brièvement aimée, mais que le destin avait séparée de lui. Son empire stabilisé et la confiance du public restaurée, il se concentra sur l'héritage, le véritable héritage, celui fondé sur la justice et la communauté. Un matin, il visita les nouveaux bureaux de la fondation et trouva Chioma assise à son nouveau bureau, classant des dossiers avec la même précision qu'autrefois pour plier des draps. Il sourit, discrètement fier. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'un instant, tout ce à quoi ils avaient survécu leur traversa. Le poison, le mensonge, la trahison et la rédemption. Mais il n'y avait aucune tension amoureuse, pas de fin de conte de fées par un baiser, juste un profond respect mutuel. « Prête pour la réunion du conseil ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. Toujours. Et c'est ainsi qu'ils marchèrent côte à côte vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait anticipé, mais qu'ils avaient tous deux mérité.